tous, bienvenue à cette nouvelle session du séminaire du premier chapitre. Donc, avant de présenter Bernard Gols et de lui passer la parole, j'aimerais vous parler d'un livre. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est déjà loin, avec Delphine qui avait fait la conférence le 14 décembre, je vous avais parlé d'un livre de Marion Cano, Devenir parent grâce à un don d'Eurocyte. C'est un livre qui démarre très bien. Et là, c'est sur un autre, c'est le tout dernier publié dans la collection La vie de l'enfant, dont je m'occupe notamment avec Bernard Gols. C'est sur ce livre-là que j'aimerais mettre l'accent. Donc c'est une ancienne doctorante de la maison, et elle a publié Césarienne sur demande maternelle. Je vais le faire passer. Et il y a un sous-titre qui pourrait paraître un peu comme ça, vraiment très ambitieux, mais j'aimerais défendre l'idée que c'est légitime. Le sous-titre, c'est Le féminin à l'épreuve de l'accouchement. Et c'est vrai qu'il y a une postface de Jacqueline Schaeffer qui vient donner tout son appui à cette idée que, effectivement, Alexandra Bouchard, à partir d'une recherche-action centrée sur la césarienne, bienvenue. Il faut que vous trouviez des chaises pour vous installer. Je vais avec cet embouteillage. Il reste, là pour l'instant, il reste 3 chaises. Il reste 3 chaises là. Sinon, effectivement, il faut les prendre dans la cuisine, hein, sans vergogne. Oui. Personne ne sera interrogé, vous pouvez reprocher. Voilà, donc je vous fais passer ce livre, qui je crois est vraiment un livre intéressant, parce qu'à partir d'un point de départ, donc, sur les césariennes sur demande maternelle, eh bien, Alexandra Bouchard a fait vraiment un travail sur l'accouchement en général, et sur le féminin à l'épreuve de l'accouchement. Donc la césarienne sur demande maternelle, c'est une problématique qu'on commence à voir apparaître de plus en plus en France. Il y a des pays d'Amérique du Sud où ça y est, ça a basculé. Il y a une majorité d'accouchements qui se font sur rendez-vous. C'est quelque chose qui est vraiment tout à fait intéressant, puisque l'accouchement faisait partie de ces événements qui résistaient à la programmation. Hein. On ne sait pas quand on va mourir et on ne sait pas quand on va accoucher. Si j'ose dire, parce que ça faisait partie de ces grands événements comme ça anthropologiques qui, c'est intéressant pour nous. Incertitude. Effectivement, on va en dire un mot, envisager un colloque de l'AEPEA, donc le président, sur l'incertitude. Eh bien oui, il y avait autour de la date de la naissance une incertitude. Et là, Alexandra, elle s'est vraiment intéressée à ces femmes qui, dans une zone grise où la médecine au jour d'aujourd'hui ne dit pas complètement oui, complètement non, eh bien, acceptent d'envisager effectivement ces accouchements sur rendez-vous, qui sont donc des accouchements bien sûr déclenchés. Hein. C'est-à-dire que grâce à des perfusions d'ocytocine, ce sont des accouchements qui sont déclenchés. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps et l'esprit de ces femmes qui sont dans cette trajectoire? C'est vraiment une problématique contemporaine tout à fait intéressante, et quand on prend un peu de recul à l'échelle de la planète, c'est une problématique qui est en train de monter vraiment en puissance. La médecine y voit beaucoup d'avantages. C'est pas simplement commode pour les obstétriciens pour pouvoir aménager leur plage de golf, c'est un peu méchant ce que je dis, mais c'est un obstétricien qui me l'a formulé comme ça il y a 15 jours, donc j'ai trouvé ça intéressant. Il va dire oui, pour planifier le golf, c'est quand même beaucoup plus facile, parce que c'est vrai que la vie d'un obstétricien, finalement, c'est aussi une confrontation perpétuelle à cette incertitude, c'est-à-dire un accoucheur, il ne sait pas, puisque on est à peu près au clair chez le mouton, on ne sait pas encore grand-chose sur le fœtus, si ce n'est que c'est une interaction extrêmement subtile, un accordage
entre la chronobiologie fœtale et la chronobiologie maternelle. C'est un accordage hormonales des deux chronobiologies fœtale et maternelle qui provoque le déclenchement spontané. Et donc, effectivement, une perfusion d'ocytocine a le même effet, mais on s'interroge encore beaucoup sur les effets sur le fœtus et sur les effets sur la mère. Donc voilà, une question tout à fait d'actualité, et je vous fais passer ce livre, et j'espère qu'il trouvera auprès de vous un bon écho. Alors, il y a eu un point pour les fidèles du premier chapitre, que je remercie vraiment de leur présence, parce que c'est vrai que les temps sont durs. Donc vous le savez, je le répète comme un mantra, moi dans cette période où Zoom grignote beaucoup de nos activités, moi je défends mordicus le présentiel, et donc je suis ravi de vous voir tous là en bonne vieille présence, parce que c'est vrai que le choix que j'ai fait pour ce séminaire, c'est le choix du présentiel et de filmer, parce qu'il y a aussi l'idée que nous avons des amis, des collègues, psychologues, psychiatres, sages-femmes, pédiatres, qui sont, pour le dire de manière ambitieuse, de par le monde, et qui sont contents de savoir qu'est-ce qui se passe dans le premier chapitre. Et donc, j'ai plaisir à filmer pour le mettre sur la chaîne YouTube, et donc pour qu'ils puissent y accéder. Mais c'est vrai que je défends donc cette voie qui consiste à vraiment plaider en faveur du présentiel pour la conférence et pour les échanges, et puis la disponibilité sur YouTube, la disponibilité numérique est au rendez-vous, mais elle se fait en différé. Donc à ce sujet, il y a eu, et je m'en excuse, j'ai une part de responsabilité là-dedans, il y a eu une incertitude autour de la conférence de Léa Carpel qui attracte beaucoup de gens. Pourquoi? Parce que, effectivement, le titre de sa conférence, Mon enfant qui grandira dans l'utérus de ma mère, donc on est là dans les greffes d'utérus et chez certaines jeunes femmes d'utérus de leur propre mère, ce qui effectivement provoque un court-circuit psychique qui interroge et qu'il nous faut penser. Et dans la conférence de Léa Carpel est très attendue. Donc il y a eu un bug qui fait qu'il y a une première date qui a été envisagée sur Zoom, et finalement Léa Carpel ne pouvait pas. Donc très officiellement, je vous confirme la conférence de Léa Carpel le 17 mai 2023, et exception qui confirme la règle, parce que sinon elle ne pouvait vraiment désespérément pas. J'ai tout fait pour la convaincre de venir en présentiel, mais elle ne pouvait pas. Et donc, exceptionnellement, c'est vraiment la seule conférence qui est programmée sur Zoom d'emblée. Et vous avez, sur le site du RAP que vous connaissez bien, vous avez déjà le lien pour le mercredi 17 mai à 17h. Donc, ne venez pas le 17 mai ici, il n'y aurait personne. Et par contre, retrouvons-nous sur le lien Zoom autour de Léa Carpel et de cette conférence très attendue. La fois prochaine, le 22 mars, c'est Pierre de Lion, un autre fidèle avec Bernard Goltz de ce premier chapitre, qui viendra nous parler, ce qui est en résonance avec les sujets précédents qu'il a traités, de l'actualité au pluriel de la psychothérapie institutionnelle en périnatalité. Vous savez, enfin en tout cas pour ceux qui ont assisté déjà à des conférences de Pierre de Lion ici même, que c'est un infatigable avocat de la psychothérapie institutionnelle, et il m'a promis de vraiment décliner cette fois ce qu'il pense être les possibilités des psychothérapies institutionnelles en périnatalité, et notamment dans les réseaux. Voilà. Donc vous avez tout ce programme qui est sur le site du RAP. Si jamais il y avait des modifications, un
conférencier, une conférencière souffrante ou que sais-je encore, si vous voulez vous rassurer avant de venir, puisque c'est en présentiel, sauf Léa Carpel, vous allez sur le site la veille ou 2 heures avant, et si jamais il y avait quoi que ce soit qui bougeait, c'est là que je mettrai les informations, parce que ça me semble être plus efficace que vous envoyer des mails. Certains d'entre nous regardons les mails dans la journée, d'autres non. Donc sur le site, ça me semble plus fiable. Voilà. Il reste 3 séances donc. Il reste effectivement Pierre de Lyon, Léa Carpel. Et puis la dernière, le 7 juin, il y a Sarah Widowski qui viendra nous parler de consultation. C'est toujours important pour moi qu'il y ait une des conférences qui soit vraiment plus spécifiquement clinique. Et cette année, c'est Sarah Widowski, donc du centre Alfred Binet, qu'un certain nombre d'entre vous connaissent, qui viendra nous parler des consultations thérapeutiques avec un certain nombre de questions sur les aspects théoriques et cliniques. Voilà. Donc, un mot pour présenter Bernard Gols, même si la plupart d'entre vous le connaissent bien. Il y a des gens qui participent au DU qui l'animent. Donc je crois que la plupart d'entre vous le connaissent, mais c'est vrai que pour moi, c'est important de dire quand même un mot. D'abord et surtout parce que tu es un ami, Bernard, et ça fait longtemps. Et c'est vrai que depuis que nous avons partagé la WAME, cette association donc, mondiale de la santé mentale du nourrisson que tu avais fondée avec Serge Lebovici, eh bien, il s'est passé un certain nombre d'activités partagées. D'abord et surtout cliniques, dans le service que tu as longtemps dirigé à Necker. Et c'est vrai que dans ce service, il y a eu un certain nombre d'activités qui nous ont permis de réfléchir à la clinique ensemble. Il y a aujourd'hui le DU, et il y a aussi de manière contemporaine, et ça serait sans doute bien, si tu veux, d'en dire un mot, le Centre contemporain de l'enfance, qui constitue une entité institutionnelle qui te tient à cœur, une association qui te tient à cœur aujourd'hui, et dans laquelle tu déploies un certain nombre d'activités, et je pense que ce serait bien que tu nous en dises un peu plus. Enfin, bon, effectivement, on partage les chantiers d'écriture, d'articles et de livres, et c'est vrai que le dernier ouvrage, le Fœtus bébé en regard de la psychanalyse, est une étape importante dans nos cheminements respectifs. Et c'est vrai que ta présence au premier chapitre, et c'est pas la première fois que tu y viens, c'est aussi partager cette idée que établir la biographie d'un être humain, c'est s'intéresser à ses fondations périnatales, et des fondations périnatales qui accordent autant d'importance au prénatal qu'au postnatal. Enfin, il y a vraiment cette revendication que si on veut envisager la périnatalité dans son espace-temps véritable, on ne peut pas scotoriser ce qui se passe avant la naissance, on ne peut décidément pas démarrer une anamnèse, une biographie le jour de la naissance. Il faut envisager ce qui se passe dans le premier chapitre prénatal du sujet. Et justement, ça va faire lien avec le titre de ton exposé de ce soir. Donc le titre, la place de l'après-coup dans les traumatismes hyperprécoces en périnatalité, de l'idée que je me fais de ce que tu penses à ce sujet, c'est justement aussi par cette voie-là qu'on peut envisager une reconnaissance de l'historicisation de l'espace-temps périnatal, incluant le prénatal et le postnatal, puisque, sans vouloir vendre trop vite la mèche, tu vas nous proposer une vision originale du traumatisme en envisageant la possibilité que puissent se jouer des étapes de cette inscription traumatique dans le périnatal. Voilà, donc je te laisse la parole, tu connais bien la règle du jeu ici.
on a 2 heures devant nous, et l'idée, c'est que tu as affaire à des gens qui, évidemment, sont contents de profiter de ta présence pour te poser des questions, te demander des éclaircissements, amener des propositions. Et donc, si tu peux simplement veiller à laisser une demi-heure à nous tous pour qu'on puisse rebondir à tes propos. Cher Bernard. Absolument. Merci beaucoup, Sylvain, de cet accueil sympathique. Ça me fait très plaisir, c'est vrai, de revenir. Je sais plus quand, ça fait 2-3 fois que je viens dans ce groupe. Alors c'est vrai que d'habitude, je suis un petit peu plus dépaysé. Mais cette année, comme il y a toute une partie des étudiants du DU qui viennent là, donc il y a beaucoup de visages que j'ai déjà vus hier soir. C'est pas que ça me lasse, mais c'est que c'est pas... Tu t'interroges pour eux. Voilà, je m'interroge si eux, ça ne les lasse pas, effectivement. Voilà, donc un grand merci pour cette nouvelle invitation. Et oui, donc tu as rappelé notre travail en commun maintenant et notre amitié depuis de longues années. C'est formidable, c'est vivant et il y a encore du boulot. Et tu me demandais de dire quelques mots de l'Institut contemporain de l'enfance. Ce qui vient bien là, parce qu'en fait, bon, je vais parler de la place de l'après-coup dans les traumatismes hyper précoces en périnatalité. Donc c'est vrai que, je vais y revenir après, mais rien que le choix qu'on a fait de ce thème-là, c'est pour dire que l'après-coup est un concept qui est très très propre à la psychanalyse. Hein. Donc c'est s'interroger directement et indirectement sur le fait de savoir si la psychanalyse, si l'approche psychanalytique est pertinente avec les tout-petits en périnatalité et donc en période pré-oedipienne. Je crois que pour moi la réponse est évidente, c'est oui, mais elle n'est pas évidente pour tout le monde. Et puis pour les plus jeunes ici, vous avez à vous forger votre propre opinion là-dessus. Mais donc c'est vrai que c'est quand même plaider de toute façon pour une approche psychopathologique. Alors l'Institut contemporain de l'enfance, et d'ailleurs qui est partenaire de ce groupe, de ce séminaire du groupe du premier chapitre, a été conçu, Sylvain en est un des collaborateurs principaux, a été conçu comme un espace, je crois que je l'ai déjà dit à certains d'entre vous, mais pour penser le soin psychique. Alors le soin psychique pour les Anglais c'est to cure, vraiment le soin psychique pour les bébés, les enfants et les ados, et aussi le prendre soin, to care, pour les bébés, les enfants et les adolescents toujours, un soin psychique et un prendre soin digne de ce nom, c'est-à-dire qui ne se résume pas, qui ne se réduisent pas à des approches qui ont leur importance, mais qui ne soient pas seulement éducatifs, rééducatifs ou comportementales, comme c'est quand même une tendance actuelle. Et pour cela, cet espace, pour penser le soin psychique et le prendre soin psychique, se fait en référence clairement affichée, dans l'ordre que vous voulez. Le langage fait qu'on peut dire les choses que l'une après les autres, mais elles sont pour moi les trois aussi importantes, en référence à la psychanalyse, mais aussi à la psychopathologie et à la pédagogie, parce qu'il y a une dimension pédagogique aussi du soin, et avec des ouvertures importantes sur le monde de l'art et de la culture, à la recherche d'une dialectique entre la créativité thérapeutique et la créativité artistique. L'art est un médium important d'un certain nombre d'approches thérapeutiques, et la souffrance psychique est aussi importante pour la démarche créative. Bon, donc tout ça fonctionne. Il y a un site que vous pouvez aller voir, icenfance.org, avec déjà un certain nombre de choses qui se sont organisées. Mais je répète que, j'insiste plutôt sur le fait que la psychopathologie aujourd'hui est vraiment à préserver autant qu'on peut. D'ailleurs, on ne devrait pas parler de la psychopathologie au singulier, parce que quand on dit la psychopathologie au singulier, on pense tout de suite à la psychopathologie psychanalytique, qui effectivement, dans un pays comme le nôtre, est assez ancienne maintenant, elle est assez approfondie, elle est peut-être la plus développée, mais il y a aussi une psychopathologie systémique et familiale, chacun le sait. Il y a une psychopathologie de l'attachement, en
en déploiement progressif. Il y a une psychopathologie cognitive, il y a une psychopathologie du développement. On devrait vraiment parler des psychopathologies et non pas de la psychopathologie. Mais de toute manière, ce concept est en difficulté. Alors je dis ça dans une fac de psychologie. J'imagine que vous parlez encore de psychopathologie ici dans vos cours et vos enseignements. C'est des enseignements, oui. Oui. En fac de médecine, c'est quasi devenu zéro. Le mot psychopathologie, probablement parce qu'il est assimilé, il est perçu comme un synonyme de psychanalyse, ce qui est faux, je viens de le dire. Il est considéré comme un concept ancien, un peu démodé, vétuste, à mettre dans les accessoires démodés. Et l'ICE, l'Institut contemporain de l'enfance, est fait pour lutter contre cela. La psychopathologie, les psychopathologies sont épistémologiquement très modernes. Et d'ailleurs, elles annoncent quelque chose qui va arriver un jour. Moi, je serai mort, et peut-être certains d'entre vous pas, hein, mais ce qui va arriver, c'est l'émergence de la causalité épigénétique. Et la causalité épigénétique, elle va tout à fait dans le sens des psychopathologies, puisque le pari psychopathologique, quelle que soit la perspective qu'on choisisse, c'est de nouer les facteurs internes et les facteurs externes. Les effets de rencontre entre les facteurs endogènes, la part personnelle du sujet, le bébé, l'enfant, l'adolescent, la part personnelle interne, son équipement génétique, neurobiologique, tout ce qu'on veut, et les effets de rencontre avec l'environnement, lui-même dans toutes ses composantes, biologiques, écologiques, alimentaires, familiales, relationnelles, sociales, culturelles. Voilà. Il y a le pari psychopathologique, c'est d'essayer de travailler à l'interface de ce point de rencontre entre le dedans et le dehors. Donc ça n'a rien de démodé, et c'est tellement pas démodé que la causalité épigénétique sera exactement située à ce carrefour, à ce point d'entrecroisement. Donc on ne sera jamais trop nombreux pour défendre l'intérêt d'une démarche psychopathologique, et évidemment à tous les âges de la vie, y compris chez le bébé. Alors tu disais tout à l'heure que, avec là aussi le label de l'ICE d'ailleurs, l'AEPEA, l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent, dans laquelle on travaille tous les deux, organise donc un congrès à Paris. Hein, c'est un petit peu de pub là. Les 29 et 30 septembre prochains, la campagne de communication va commencer incessamment sous peu. Les 29 et 30 septembre à Paris, à l'Asième, c'est une salle de congrès dans le 7e, auprès des Invalides, dans le 7e arrondissement de Paris, sur le thème de l'incertitude. Parce qu'on sort d'une période extrêmement incertaine, on est dans une période extrêmement incertaine, puis l'incertitude fait partie de la vie, mais aussi pour montrer qu'il y a une incertitude. Bien sûr, il y a l'incertitude qui est du côté du doute, et éventuellement de la déliaison et de la paralysie de la pensée, mais il y a l'incertitude qui est créative aussi. Alors on pourrait dire, comme André Green avait dit, narcissisme de vie, narcissisme de mort, on pourrait dire aussi incertitude de vie, incertitude de mort, et il va y avoir toute une série de conférences, je crois, intéressantes. L'idée, c'est vraiment de montrer que la psychopathologie, c'est pas une masturbation intellectuelle inutile. C'est pas un truc en plus. C'est quelque chose qui doit vraiment être inclus dans nos pratiques, parce que ça donne une valeur ajoutée, une efficacité. Il n'y a que l'analyse psychopathologique qui permet vraiment de choisir des stratégies thérapeutiques spécifiques de chaque enfant, de chaque famille, de chaque patient. Sinon, on applique des protocoles monotones, opératoires, qui non pas qui n'ont aucun intérêt, mais qui sont mornes. Hein. Le plaisir de penser l'histoire d'un patient, c'est le plaisir d'essayer de construire un diagnostic structural, psychopathologique. C'est pas juste pour le plaisir, c'est parce que ça ajoute une efficacité à nos prises en charge. Et il y aura dans ce congrès un effort tout particulier fait pour la formation des plus jeunes. Je voulais insister là-dessus aussi, avec 2 espaces différents. Alors, un espace qui va être organisé par la commission formation de l'AEPEA. AEPEA, donc c'est l'Association européenne de psychopathologie de l'enfant et de l'adolescent. Une commission formation, il y a depuis toujours une commission formation, enfin depuis un certain temps, à laquelle, dont Sylvain et d'autres personnes, Christine Desmarais, Pascal Palao, sont responsables, et que je vais te laisser dire un petit peu ce que tu proposes là, dans le cadre de cette commission formation, qui a déjà fonctionné dans le congrès précédent à Bilbao, c'était très intéressant. Et puis pour ceux qui sont internes, il y a des internes ici. Voilà. Alors pour vous,
Non, mais même spécialement avec l'AFEP, l'association de formation des internes, et d'autres associations analogues internationales, enfin européennes, on va avoir un espace spécifiquement dédié à la formation à la sensibilisation à la psychopathologie des jeunes collègues comme vous, justement pour essayer que vous n'entendiez pas parler de neurobiologie d'un côté et de psychopathologie psychanalytique de l'autre, par des bouches différentes, mais par les mêmes personnes, qui vous montrent que la conjonction, le rassemblement des deux a une valeur ajoutée. Voilà, donc tout ça va paraître bientôt, et vous pouvez déjà en parler un petit peu autour de vous. Oui, tu leur dis un mot de ce qui va se passer à la commission de formation. Je m'engage à ce qu'effectivement on puisse donner avec la liste de diffusion, pour parler comme aujourd'hui, je mettrai sur la liste de diffusion des mails que je vous envoie toutes les références pour que vous puissiez participer à l'appel et y répondre, et puis aussi vous inscrire au colloque. Alors la commission formation, on aura nous 2 séances de 2 heures sur les 2 jours. La première séance, on va essayer de planter le décor avec des exemples cliniques archétypaux pour vraiment essayer d'illustrer le fait que l'incertitude, elle fait partie du quotidien de la clinique, au jour d'aujourd'hui. Et à partir de là, on travaillera en petits groupes sur les représentations qu'ont les cliniciens qui participeront à ce cycle de 2 séances de 2 heures. On essaiera de recueillir les représentations qu'ont chacun des participants sur ses propres incertitudes. Vous l'avez appelé confrontation du clinicien à l'incertitude, transformation au pluriel et adaptation des pratiques. C'est ça. Avec ce que tu as dit, c'est quand même une façon de bien dire l'essentiel, c'est-à-dire une incertitude qui a ses vertiges et ses limites, ses pièges, mais qui a aussi ses vertus, et que probablement pour des cliniciens, et en particulier des cliniciens en formation, sinon inexpérimentés, un des premiers enjeux, c'est l'apprivoisement de cette incertitude, pour qu'elle fasse partie de la réflexion, et qu'elle ne soit pas une bête noire trop rapidement perçue comme un obstacle redoutable. Mais là je m'adresse évidemment à ceux qui font le DU. Là, quand je vous ai parlé de l'observation directe des bébés, là, je ne sais plus quand c'était, il y a 1 semaine ou 2, d'une certaine manière, j'ai fait l'éloge de l'incertitude. Se laisser le temps d'être touché par une situation clinique, émotionnellement, on ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas ce qu'on ressent, mais un petit peu de temps pour que quelque chose émerge du sens. S'il y a du sens, il va émerger, mais en son temps. C'est ça la capacité négative de Bion. C'est ça. Okay. Et le lendemain, ça tombe à pic puisque tu vas parler d'après-coup là maintenant, le lendemain, on essaiera vraiment d'avoir une séance qui s'appuie sur ce que nous aurons tous vécu dans ce groupe à la première séance de 2 heures, et on essaiera vraiment d'être dans un après-coup. Avec les rêves de la nuit. Avec les rêves de la nuit et avec le temps qui passe, oui, vraiment. Ok. Comment ? Quel duo. Bon, alors, donc on va essayer de parler un petit peu de la place de l'après-coup dans les traumatismes hyper précoces en périnatalité. En rappelant, dernier mot, peut-être quelques mots encore d'introduction, pour commencer, penser à la question de l'après-coup dans les traumatismes hyper précoces, vous voyez, c'est lutter contre un clivage. On a une grosse tendance au clivage dans nos fonctionnements psychiques les uns et les autres. D'ailleurs, ce qui hante la pédopsychiatrie depuis le début, c'est le clivage entre corps et psyché. Est-ce que les maladies, les troubles mentaux sont d'origine de l'organogénèse ou de la psychogénèse? J'en ai parlé tout à l'heure. L'espoir, c'est l'épigénétique. Enfin bon, il y a cette tendance au clivage. Dès qu'on sort d'un clivage, on en trouve un autre. Et le clivage, aujourd'hui, qui nous fait beaucoup de mal, c'est le clivage entre ce que j'appelle une clinique de l'instant et une clinique de l'histoire. Je l'ai peut-être déjà dit en début d'année dans le cadre du DU, mais c'est pas grave.
je le répète, une clinique de l'instant, c'est ce qui se passe dans les CHU, c'est-à-dire c'est le temps de l'évaluation, tout à fait respectable. Hein. Essayer de savoir vraiment comment fonctionne un enfant à l'instant T dans ses différents registres cognitifs, affectifs, communicatifs. Pourquoi pas, c'est très important. Mais pour moi, ça n'a d'intérêt que si on arrive à le croiser avec une clinique de l'histoire à temps plus diachronique, c'est-à-dire comment cet instant T d'aujourd'hui qu'on a sous les yeux vient trouver sa place dans l'histoire de l'enfant. On parle des enfants, disons, de l'enfant, d'un patient en général, dans sa filiation maternelle, dans sa filiation paternelle. Comment ça se croise, hein, comment ça se croise. L'enfant, il lui faut 3 ans pour commencer à savoir faire des croix et des ronds et tout ça. Hein. C'est Didier Houzel qui avait d'ailleurs parlé de la croix comme au moment où il commence peut-être à pouvoir, dans sa tête, croiser son affiliation synchronique d'aujourd'hui et sa filiation diachronique de l'histoire. En tout cas, nous, c'est ce qui est le plus difficile, mais c'est ce qu'il y a, je crois, vraiment de plus passionnant. Et penser les traumatismes dans la perspective de l'après-coup, c'est faire une place à l'histoire, puisqu'on va prendre en compte des coups, des temps qui se répètent. Comme je le disais tout à l'heure, ça veut évidemment dire, tout ce que je vais vous dire, ça ne fait que témoigner du fait que personne, pour moi, je vais parler surtout de la composante psychanalytique de la psychopathologie. Pour moi, la psychanalyse, l'approche, le regard psychanalytique sur le développement précoce est tout à fait justifié. Il n'y a pas une psychanalyse du développement, mais il y a un regard psychanalytique possible sur le développement de l'enfant. Et c'est un peu dans cette perspective que je me place. Le bébé ne nous demande, n'exige de nous aucun renoncement particulier à nos repères psychanalytiques. Hein. Je le dis chaque fois que je peux. Bien sûr, on peut continuer à utiliser la théorie des pulsions si on a envie, de la théorie de l'étayage. Et aujourd'hui, on va le voir, on doit conserver, essayer de garder en main la théorie de l'après-coup, même pour les traumatismes qui surviennent très tôt dans la vie des bébés, voire même en périnatalité et en prénatal. Bon, d'un point de vue terminologique aussi, j'aime bien rappeler que Didier Anzieux a proposé une distinction assez intéressante entre trauma et traumatisme. Trauma, c'est le coup, proprement dit, le choc, la perturbation. Et le traumatisme, c'est les effets à court, moyen ou long terme de la perturbation. Bon, c'est facile à retenir parce que trauma, c'est le choc, et traumatisme, c'est un peu plus long. Donc, c'est les effets, les conséquences à court, moyen et long terme. Mais ce dont j'ai besoin aussi pour la suite de mon exposé, vous verrez tout à l'heure à propos des théories, des différentes manières de garder l'après-coup dans les traumatismes hyper précoces, ce dont j'ai besoin, c'est de faire une distinction entre les traumatismes par excès d'excitation et des traumatismes par défaut d'excitation. On pourrait dire des traumatismes en plein et des traumatismes en creux. Hein. Si vous pensez à l'histoire de la psychanalyse au cours du XXe siècle, le premier siècle de son existence, bon, elle est née en fait en 1895 avec les études sur l'hystérie de Freud et Breuer, mais vous savez que symboliquement, Freud qui avait terminé l'écriture de l'interprétation des rêves un peu avant 1900, a quand même voulu attendre le 1900 pour que ça paraisse avec vraiment l'entrée dans le XXe siècle, pour marquer symboliquement les choses. Voilà, donc, enfin, disons que le XXe siècle, c'est 100 ans d'histoire de la psychanalyse, et on pourrait dire que la première partie, 1900-1950, a été vraiment centrée sur les travaux de Freud et de ses premiers collaborateurs sur l'émergence de la théorie des pulsions, ce qui vient du sujet, pour essayer de comprendre ce qui vient du sujet, comment ce qui vient du sujet va organiser sa croissance et sa maturation psychique. À cette période-là, pendant toute cette première période du XXe siècle, la psychanalyse était très intéressée, accordait beaucoup d'attention en tout cas à la question des zones érotiques partielles, c'est-à-dire les orifices corporels, la bouche, l'oralité, l'analité, les orifices sexuels, le stade phallique. Hein. Et pendant toute cette première période, elle a été surtout
concentrait sur les traumatismes par excès d'excitation. Tout ce qui fait intrusion, justement, qui perfore, qui pénètre, ça va avec un intérêt pour des pulsions et les orifices corporels. Je caricature un petit peu, mais moi, ça m'aide de penser comme ça. Et donc, je caricature pas, mais disons, je schématise un petit peu. Ça m'aide de penser comme ça, mais peut-être, je pense que ça peut aider d'autres. Et à partir de 1950, avec l'école kleinienne et post-kleinienne, les choses vont changer. Ça n'efface pas, bien sûr, les choses précédentes, mais la théorie des pulsions va être complétée progressivement par la théorie des relations d'objets, c'est-à-dire quel est le rôle de l'autre dans l'organisation du sujet. La théorie des relations d'objets, évidemment, n'annule pas la théorie des pulsions, mais comment le rôle de l'autre va concourir à l'organisation du sujet et de sa structuration. Peut-être qu'à partir de là, on s'intéresse un peu moins aux orifices corporels en tant que tels, mais plus à la peau et aux enveloppes, avec les travaux, bien sûr, d'Esther Wieck en Angleterre, de Didier Anzieux en France, Didier Houzel, Geneviève Hague, etc., etc. La peau, les contenants, le holding initial, voilà. Et dans le même mouvement, les traumatismes par excès d'excitation, évidemment, existent, mais on s'intéresse de plus en plus aux traumatismes par défaut d'excitation, c'est-à-dire par les traumatismes en creux, les carences, les dépressions maternelles, familiales, ce qu'on appelle aujourd'hui aussi la clinique du vide, qui n'est pas un excès d'excitation, mais qui est traumatique quand même, par différents biais, qui ne sont pas tout à fait le sujet ce soir. Voilà, donc on a besoin, vous allez voir, on a besoin, tout à l'heure quand je parlerai des travaux de Vietkin, on a besoin d'avoir en tête ces deux types de traumatismes, qui d'ailleurs sont souvent liés aussi. Parce que quand un enfant vit une faillite du holding initial, et qu'il n'arrive pas à constituer son système par excitation, parce qu'il est dans une situation, dans un environnement carencé, carençant. En fait, il vit un traumatisme en creux, mais le fait qu'il ne construise pas, qu'il ne constitue pas son système par excitation, le laisse à vif par rapport à tous les excès d'excitation qui peuvent venir dehors. Donc le trop chaud et le trop froid, si je puis dire, sont toujours liés entre eux. Hein. Voilà. Mais on a quand même besoin de ces deux pôles. C'est souvent mixte. Hein. Et encore une fois, je le redis autrement, une faillite du holding initial, des enveloppes initiales, est en soi un manque pour le bébé, mais va le laisser confronter à des possibles excès d'excitation qui viennent de l'environnement, qu'il ne pourra pas filtrer, ni métaboliser, ni maîtriser. On a besoin de ces deux pôles, mais pour comprendre que les traumatismes sont souvent mixtes, évidemment. Voilà, alors, avant de parler de l'après-coup directement, il faut quand même que je rappelle quelques données concernant les théories du traumatisme du point de vue psychanalytique. Je voudrais rapidement évoquer un petit peu Freud et Laplanche. Vous savez que donc Freud, il faut dire aussi que le concept d'après-coup a été très développé par les psychanalystes en France, plus qu'ailleurs. Hein. On y attache beaucoup d'importance en France, un petit peu moins ailleurs. En anglais, d'ailleurs, c'est toujours un problème de savoir comment on traduit l'après-coup. Alors, je vous le dis quand même, ça vous évitera des recherches. En général, on parle d'action différée. Et ils disent deferred action. D-E-F-E-2-R-E-D, deferred action. C'est ça la traduction à peu près officielle de l'après-coup. Mais elle n'est pas très bonne, vous allez voir, parce que action différée, ça ne parle que du passé vers le futur. Alors que je vais essayer de montrer que la théorie de l'après-coup, pour Laplanche en particulier, il faut absolument la considérer dans les deux sens. Mais enfin bon, ils n'ont pas d'autres termes que... Et le concept d'après-coup, dans la psychanalyse française, a été très soutenu et mis en exergue par le courant lacanien, d'ailleurs. Alors... donc c'est dans sa fameuse lettre à Fliss, en 1897,
que Freud lui annonce qu'il renonce à sa neurotica. C'est-à-dire qu'il renonce à la théorie qu'il avait jusque-là à propos des névroses, qui était liée pour lui à un traumatisme réel. Aujourd'hui, il faut faire attention aux mots, parce que quand on dit traumatisme réel d'un côté et traumatisme imaginaire de l'autre, on a l'impression qu'il y en a un qui a plus d'importance, plus de consistance, comme si l'imaginaire, ça voulait dire un petit peu faux ou factice. En fait, il y a deux réalités. J'ai beaucoup assisté déjà dans le cadre du DU. Il y a deux réalités. Il y a la réalité événementielle, il y a la réalité fantasmatique, c'est-à-dire interpersonnelle ou intrapsychique. Ces deux réalités sont aussi importantes l'une que l'autre. Il n'y a pas de hiérarchie à faire entre les deux. On a besoin d'ailleurs de prendre en compte ce qui se passe. On a besoin de prendre en compte conjointement ce qui se passe dans ces deux réalités. Mais cette question de la réalité psychique a été beaucoup travaillée par Daniel Vidloché. Et je crois que c'est vraiment une bonne chose aujourd'hui de considérer que ces deux réalités sont dignes, aussi dignes l'une que l'autre. Voilà, mais donc il commence à introduire l'idée que les névroses, les structures névrotiques des patients, des patientes surtout, qu'il avait d'ailleurs à cette époque-là, pouvaient être comprises, pas seulement en termes de traumatisme réel, ça veut dire de quelque chose qui se soit vraiment passé dans les événements historiques de la vie relationnelle de la personne, des abus. Alors, je vous ai dit, on était dans les traumatismes par excès d'excitation, donc principalement les abus sexuels, les viols, les attaques diverses. Mais il commence à imaginer que certaines structures névrotiques peuvent aussi s'organiser sur le fond d'un traumatisme. Alors, imaginaire, ça veut dire d'un traumatisme organisé dans le monde interne du patient sans forcément être arrivé en tant qu'événement. Et puis il va osciller un peu entre les deux ensuite tout au long de son œuvre. Vous savez que Freud avait des angoisses de séparation majeures. Il détestait se séparer des personnes chères. Quand il allait sur un quai de gare accompagner quelqu'un qui s'en allait, le lendemain il avait la bouche pleine d'aftes. C'est lui qui le raconte, je ne trahis pas un secret particulier. Il détestait se séparer des gens et il détestait se séparer de ses propres théories, d'ailleurs. Donc jamais une théorie ne remplace une autre. Elle vient s'ajouter. La deuxième topique ne remplace pas la première topique. La deuxième théorie pulsionnelle ne remplace pas la première. L'angoisse signale ne remplace pas l'angoisse automatique, etc., etc. Et la théorie du traumatisme imaginaire ne remplace pas la théorie du traumatisme réel. Tout ça doit être utilisé selon les circonstances, plutôt d'un côté ou de l'autre, ou conjointement. Et d'ailleurs, dans un texte assez intéressant, le rêve éveiller la création littéraire, il a cette phrase à propos de l'être humain, il dit le problème c'est que nous ne savons renoncer à rien. Et lui ne savait renoncer à aucune de ces théories. Et donc la théorie du traumatisme imaginaire ne remplace pas la théorie du traumatisme réel. Dans cette période-là, il y a le cas emblématique qui va permettre d'introduire la théorie de l'après-coup, et qui va bien vous montrer justement la dialectique entre le réel externe et le réel interne, le réel et l'imaginaire, c'est Emma, le cas Emma. Emma, ce n'est pas une analyse au sens strict, c'est une adolescente qui vient le voir pendant les vacances. Freud travaillait tout le temps, même pendant ses vacances, il recevait des patients sur son lieu de vacances, et elle vient le voir, et il raconte tout ça donc à Fliss dans sa correspondance, et elle vient le voir. Elle a 15-16 ans, je ne sais plus très bien, enfin elle est pubère, et elle vient le voir parce que depuis quelque temps, elle a des phobies, des crises d'angoisse, différents troubles d'allure névrotique, et il va donc parler avec elle un certain nombre de fois. C'est pas, je le redis, pas une analyse au sens strict. Mais de conversation en conversation, il va émerger plusieurs choses. Ces angoisses et ces anxiétés, ces phobies diverses sont apparues, finalement, elle les relie à un épisode, une scène qu'elle a vécue il n'y a pas très longtemps, dans un magasin. Elle est entrée dans un magasin, elle a 15-16 ans, elle est déjà pubère, elle peut être l'objet du désir des hommes, et
depuis ce qu'elle est passée dans ce magasin-là, se sont déclenchés ces symptômes. En parlant avec Freud, progressivement, de sa vie, tout ça, elle retombe sur un souvenir beaucoup plus ancien, quand elle était petite, bien avant la puberté, quand elle était donc petite fille de 4, 5 ou 6 ans, je ne sais plus, et tout d'un coup, elle se souvient, quelque chose revient à sa mémoire, d'un souvenir qu'elle avait totalement oublié, mais qui était resté inscrit sans doute dans son monde interne, d'une autre scène, d'une scène préalable, première scène, je ne sais pas si c'est la première, mais enfin bon, en tout cas, il n'y a jamais de scène de première, mais une scène précédente, en tout cas, où elle était aussi entrée dans un magasin, et les vendeurs avaient ri. Et le point commun, c'est que les vendeurs avaient ri dans ce premier magasin quand elle avait 4-5 ans, mais dans le deuxième magasin qui précède l'émergence de ces symptômes, là aussi les vendeurs avaient ri. Donc le trait associatif passe par le rire des vendeurs, et dans le deuxième magasin après la puberté, et dans le premier magasin avant la puberté. Vous me suivez toujours, hein, vous dites si je vais trop vite. Et c'est là que naît le concept d'après-coup pour Freud. C'est-à-dire que le premier souvenir, quand elle vient voir Freud au début, elle ne s'en souvient absolument pas. C'est dans les discussions qu'il va réapparaître. Le premier souvenir aurait pu, la petite fille de 4 ans dans un magasin, aurait pu rester tout à fait inerte, cachée par l'amnésie, sans aucune conséquence particulière, et elle aurait pu ne jamais s'en souvenir. Et à lui seul, d'ailleurs, il n'explique pas l'émergence des symptômes. Et le deuxième souvenir, dans le deuxième magasin après la puberté, où là aussi les vendeurs rient, cet événement aurait pu avoir lieu. C'est la pensée de Freud que j'essaie de vous résumer. Cette deuxième scène, en elle-même, ne serait pas spécialement traumatique s'il n'y avait pas la première qui la précédait. Donc l'idée de Freud, et c'est ça qu'on appelle l'après-coup, c'est que la deuxième scène, celle où les vendeurs rient, et là, entre-temps, elle est devenue une jeune femme, donc elle sent très bien que ce rire des vendeurs a une connotation sexuelle. Et que c'est parce qu'elle est entrée qu'elle est devenue un possible objet de désir pour les hommes. Ce rire des vendeurs pendant la deuxième scène post-pubère, rétroactivement, colore la première scène d'une dimension sexuelle qu'elle n'avait peut-être pas d'ailleurs, et qu'en tout cas, Emma n'avait pas inscrite dans sa tête comme un souvenir de nature sexuelle. Vous voyez bien ce que je veux dire là? Enfin, ce que Freud veut dire, plus exactement. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que le premier temps, tout seul, ne suffit. Les deux temps sont nécessaires, mais insuffisants par eux-mêmes. Le premier temps tout seul ne donne rien, il ne donne pas de structure névrotique. C'est un souvenir qui peut rester comme ça inerte jusqu'à la fin de la vie d'Emma. Le deuxième temps tout seul ne donne rien non plus. C'est parce que le deuxième temps est capable de colorer rétroactivement d'une dimension sexuelle le premier souvenir qui n'en comportait pas à l'époque probablement, qu'à partir de là, dans cette réverbération, a posteriori, s'organisent là les symptômes et les angoisses d'Emma. Alors dans ce texte central, ce qui est important aussi de remarquer, c'est que les deux temps sont très séparés. Il y a entre les deux, il y a une dizaine d'années, et puis il y a surtout la puberté. Et Freud a beaucoup insisté sur le fait que dans cette théorie qu'on appelle la théorie du traumatisme en deux temps, eh bien, le premier temps devait être prépubère, le deuxième devait être postpubère, parce que, disait Freud, pour qu'il y ait une réinterprétation sexualisée possible d'un premier événement qui n'avait pas été perçu de cette manière-là, il faut qu'entre-temps, le psychisme de la personne, du sujet, du patient, ait changé et soit devenu un psychisme de type plus adulte, avec justement une dimension sexuelle incluse. Et puis, dans les écrits qui vont suivre, on va voir que Freud va insister de moins en moins sur cet écart entre les deux temps. Il va essayer de les rapprocher. Il va arriver jusqu'à un cas clinique, je ne sais plus dans quel texte exactement c'est, où les deux temps sont prépubères. Bon, on voit qu'il insiste moins sur l'aspect pubère, prépubère, pubère,
il rapproche les deux temps du traumatisme, il maintient l'idée qu'il faut toujours plusieurs temps pour que quelque chose fasse traumatisme, mais pas forcément de part et d'autre de la puberté. En tout cas, il faut un laps de temps suffisant pour que le fonctionnement psychique du sujet ait suffisamment changé entre les deux temps pour qu'un travail de réinterprétation soit possible a posteriori. Ok ? C'est donc en fait ce qui fait traumatisme, c'est ni la première scène ni la deuxième scène, c'est la réverbération, la résonance, la collusion entre les deux. Et en fait, ça renvoie à la collusion entre l'événement, théorie du traumatisme réel, et le fantasme, théorie du traumatisme imaginaire. Donc vous voyez, il n'abandonne pas les deux, il tient les deux en main et l'effet pathogène vient de l'effet de résonance entre les deux. Ça c'est bon, je fais une petite parenthèse pour dire qu'en clinique, après avec les enfants, c'est vraiment extrêmement important. Hein. Ce qui fait si on est dans une approche psychopathologique ou psychanalytique, ce qui fait traumatisme, c'est jamais un fait. C'est une résonance entre un fait et un fantasme, par exemple. Pour penser aux enfants adoptés, on dit bah oui, les enfants adoptés, parfois l'adoption est source de traumatisme chez eux. C'est vrai, mais c'est où le roman familial est une source de difficulté pour eux. En fait, pour le roman familial est un processus ubiquitaire, enfin universel. Il n'est pas réservé aux enfants adoptés. Pourquoi est-ce que chez les enfants adoptés, il risque d'être un petit peu plus complexe? C'est parce que pour les enfants adoptés, la réalité de leur histoire entre en résonance avec le roman familial. Le roman familial, c'est le fait de s'inventer des parents autres que ceux avec lesquels on vit. Ça, tous les enfants ont fait ça à un moment ou l'autre de leur vie, de manière plus ou moins consciente ou inconsciente. Et ça n'a jamais fait de mal à personne. Mais pour les enfants adoptés, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il se trouve que ce fantasme-là entre en résonance avec le fait qu'on leur donne sur un plateau d'argent une résonance, puisque justement, ils ne vivent pas avec leurs géniteurs, mais avec des adultes qui les ont adoptés. Et là, on a un bon exemple, je crois, de cette résonance entre le traumatisme réel et le traumatisme imaginaire auquel pense Freud. Voilà, donc vous voyez que ce renoncement à sa neurotica, ce passage de la théorie du traumatisme réel à la théorie du traumatisme imaginaire est une étape essentielle de la réflexion de Freud en matière de traumatisme. Et c'est pourquoi je voulais commencer un petit peu par ça. Le rire des vendeurs, vous avez bien compris, fait le pont entre les deux scènes. Voilà, alors, il faut que j'avance. Jean Laplanche a insisté sur le fait que la théorie de l'après-coup devait être lue dans les deux sens. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure le mot deferred action, l'action différée n'a l'air d'envisager les choses que dans la flèche du temps habituelle. Laplanche, dans la façon dont j'ai raconté Elmar, je crois que vous avez déjà compris que ça marche dans les deux sens, mais Laplanche y insistait beaucoup en disant il faut vraiment lire la théorie de l'après-coup dans les deux sens. Le passé explique peut-être un peu notre présent, mais notre présent nous permet en permanence de retravailler notre passé, pas de changer les événements qu'on a vécus, mais de la relation qu'on entretient avec les événements qu'on a vécus. C'est d'ailleurs le travail de la cure, ou de la thérapie. La thérapie ne peut pas changer ce qu'on a vécu, mais elle peut changer la manière dont on envisage ce qu'on a vécu là. Nous réconcilier, comme on dit parfois, avec nos souvenirs d'enfance. Et alors, il utilisait pour cela une anecdote. Je ne sais plus si je voulais raconter le mardi, mais je la raconte à nouveau. Là, il faut quand même, pour parler de Laplanche, que paraît-il, Freud aimait bien. Alors, Laplanche, il a parlé de ça dans un texte qui s'appelle Notes sur l'après-coup, qui est dans son livre, qui s'appelle L'homme entre séduction et inspiration, qui est paru aux presses universitaires de France. Et donc Laplanche se servait d'une anecdote que je vous raconte, peut-être à nouveau pour certains d'entre vous, mais pas pour tous, j'espère, d'un homme qui se promène à Vienne, dans les allées d'un parc à la fin du 19e siècle, par exemple, quand la psychanalyse va naître. Il se balade. On ne sait pas grand-chose de cet homme.
on ne donne pas son âge en particulier pour donner une valeur plus générale à l'histoire. On dit simplement que c'est un homme qui aime les femmes. Bon, il n'y a pas d'âge pour ça. Donc, voilà. Mais en plus, c'est le fait qu'il n'y ait pas d'âge donne une plus grande portée à l'histoire. Et puis, il se promène dans un parc, et puis au détour d'une allée, il s'arrête devant une scène, il tombe sur une scène d'une jeune femme qui est en train d'allaiter son bébé. Et que ce soit la mère ou la nourrice, ne change rien non plus à l'histoire, on ne le sait pas, peu importe. Il est là, tout d'un coup ça l'arrête dans sa promenade, il est vraiment un peu figé, happé visuellement, avec un mélange sans doute d'affect et d'émotions particuliers. Il est un petit peu, on pourrait dire, un peu paralysé. En termes psychanalytiques, on pourrait dire médusé. Médusé, c'est la tête de Méduse. C'est quelque chose à la fois qui l'attire, qui lui fait peur. Il sent bien qu'il y a quelque chose de compliqué là. En termes plus actuels, on dirait pas médusé, on dirait scotché. Ça me scotche, il est scotché là. Et pendant qu'il regarde cette scène, il a une pensée qui vient très nostalgique, qui lui vient à l'esprit, qui serait la suivante. Ah là là, avec le ton, si vous voulez, pour rajouter. Ah là là, si j'avais su quand j'étais bébé que les seins des femmes étaient si jolis, certainement j'aurais tété autrement. Je vous laisse méditer cette phrase, je vous la redis. Ah là là, si j'avais su quand j'étais bébé que les seins des femmes étaient si jolis, certainement j'aurais tété, alors on a de la chance en français, j'aurais tété autrement. Et là, dit Laplanche, on voit bien que le bébé qu'il a été, peut-être, explique en partie l'homme un peu érotique qu'il est devenu, mais l'homme un peu érotique qu'il est devenu, parce que sa vie psychique est vivante, il peut en permanence retravailler, transformer, remanier, réécrire, rétrodire autrement ses souvenirs d'enfance. Et c'est ça, je le redis, le travail de la cure. Et il ne s'agit pas de changer les événements que le patient a vécus, mais de changer le rapport qu'il entretient avec les événements qu'il a vécus. Et là, on est dans un après-coup rétroactif. Mais c'est présent, ça, dans Emma. Parce que la deuxième scène, elle change la lecture de la première. La première scène va rendre traumatique la deuxième, mais la deuxième change le regard sur la première. Donc la planche, en fait, quelque part, explicite, clarifie la position freudienne, à lire dans les deux sens. Et souvent, je dis que cette vision de la théorie de la séduction généralisée à double sens, de la théorie de l'après-coup à double sens, elle est aussi très bien illustrée par cette phrase incroyable de Tom Robbins, l'écrivain, dans un curieux livre qui s'appelle La nature morte au pivert, un écrivain américain, Tom Robbins, qui a dit, en anglais, il est anglais, It's never too late to have a happy childhood. Il n'est jamais trop tard pour avoir une enfance heureuse. Donc c'est ridicule rationnellement. On ne va pas changer ce qu'on a vécu, mais il n'est jamais trop tard pour se réconcilier avec son enfant, y compris pour des enfances très douloureuses. C'est le travail avec les enfants maltraités. On ne peut plus changer le fait qu'ils aient été maltraités. Mais si on ne veut pas qu'ils deviennent eux-mêmes maltraitants, par exemple, il faut changer la relation qu'ils entretiennent avec leurs souvenirs d'enfance, tranquilliser, apaiser quelque chose. C'est le travail psychothérapeutique par excellence, pour réouvrir un devenir possible. Comment s'appelle-t-il? Tom Robbins. It's never too late to have a happy childhood. Voilà. Alors je veux pas être trop long. Juste pour dire, avant de vous parler des théories actuelles qui permettent de maintenir cette théorie de l'après-coup, même pour des traumatismes très précoces. Les traumatismes très précoces, c'est quoi ? Là, je vais être très cursif. Il y aurait par exemple traumatisme très précoce, ce serait par exemple la maltraitance fœtale, la maltraitance à fœtus. Quand une femme enceinte, puisqu'on doit parler de périnatalité, quand une femme enceinte est violentée,
Bon, la question, il faut s'interroger effectivement.